قسم العلوم له الشرف باش يستقبل الأستاذ ناصر عياد باش يلقي محاضرة أظن باللغة الفرنسوية هكا. المحاضرة هذه هي الثانية تاع سي ناصر في رحاب المجمع، واللي باش تتمحور حول علم الحواس في أمبراطورية النكهات والروائح، وباللغة الفرنسوية تولي سيانس بار ليسانس à l'empire des flaveurs. Alors قبل ما نعطي الكلمة لسي ناصر باش نحاول نقدموا في بعض دقائق نقدم السيرة الذاتية متاع ضيفنا، ومش نقدمها بالفرنسوية خاطر هذاك عطاها لي هو بالفرنسي سي عبد المجيد، ما لقيتش وقت باش نترجمها. Alors, c'est Nasser Ayed est professeur émérite de chimie fine. Et là, j'ai appris des choses, c'est de la chimie fine, à l'université de Carthage. Et bien sûr, lui, il était enseignant, et il est toujours, je pense, à l'Institut national des sciences appliquées et de technologie, l'INSAT de Tunis. C'est un enseignant du supérieur depuis 1974. D'abord à la faculté des sciences de Tunis, puis à l'école normale supérieure de Bizerte, puis à l'INSAT. Il est maître assistant associé en 1980 à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Il est également professeur associé à l'université de Paris 12 en 2000 et en 2001. De nouveau à Toulouse, de 72 à 81, et il a soutenu sa thèse d'état en chimie, maîtrise de biochimie en 1981. Il était postdoctorant au laboratoire du prix Nobel de chimie de professeur Whiting à l'université de Heidelberg en Allemagne. Alors, professeur, comme je l'ai dit, à l'INSAT en chimie industrielle de base fine et parachimique, chercheur en chimie industrielle, il a plusieurs œuvres, en particulier les œuvres du patrimoine traditionnel et archéologique. Il a fait des études donc sur ces œuvres-là du point de vue chimique. L'année dernière, il nous avait présenté une conférence sur les peintures, mais également sur les cosmétiques, aussi bien actuels, les produits pharmaceutiques, que du patrimoine historique de la Tunisie, et en particulier, là je vois par exemple les fards à joues des carthaginoises, les fards rituels, les colorants, les pigments des mosaïques, et ainsi de suite. Il a eu une riche coopération internationale, puisqu'il était responsable d'un projet CMCU entre l'Université de Pau en France et l'INSAT, sur les écopanneaux et les biocomposites. Également dans un autre projet CMCU avec la France, donc dans la caractérisation et la valorisation d'extraits naturels aromatiques et colorants tunisiens, avec l'Institut Polytechnique de Toulouse. Également en collaboration avec le laboratoire LAGEP de l'Université Claude Bernard de Lyon, LMEI de l'Université Paris 12, l'ADIR de l'Université Pierre et Marie Curie de Paris 6. Et bien sûr, il a beaucoup d'autres collaborations. Il a eu et il a encore beaucoup d'autres collaborations avec le CNRS, l'INPA Bruxelles, le Centre de recherche et restauration du Musée de France, l'Institut Armand Frappier au Canada, en Italie, en Espagne, en Turquie, en Grèce, dans différentes institutions universitaires ou alors des départements de conservation et de restauration, comme par exemple celui du Caire en Égypte. Professeur Nasser Ayed a encadré des étudiants, 126 PFE, qui sont de techniciens supérieurs et de maîtrise, 75 PFE d'ingénieurs, 37 masters et 5 thèses. Il a 76 publications, il a obtenu 3 brevets et il est auteur du livre L'Églantier et ses bienfaits, qui est édité en 2005. Et enfin, il est expert dans la formation au langage des senteurs, et c'est pour ça qu'il va nous parler de senteurs aujourd'hui, et il est également expert en artisanat et dans l'industrie chimique. Donc voilà une présentation résumée du parcours académique et puis de recherche du professeur Nasser Ayed. Et là, je vais lui céder immédiatement la parole pour présenter sa conférence
sur les sciences par les sens à l'empire des flaveurs, c'est-à-dire les saveurs et les senteurs. Vous avez la parole, Simas. Merci Madame, merci aux organisateurs et aux responsables de cette prestigieuse institution. Quand je viens ici, je me sens ailleurs. Ailleurs, ça veut dire c'est le summum du niveau énergétique. Donc, avec cette énergie que vous me donnez, je vais m'exalter. Et m'exalter sur les sens, puisque quand on touche les sens, on est dans la polysensorialité. On a parlé de la couleur, qui est un premier sens, la dernière fois. Cette fois-ci, ça va être la flaveur, qui correspond à la senteur et à la saveur. Il y a beaucoup de découvertes dans ces domaines. Et une fois, il y avait un spécialiste de la neuroscience, M. MacLeod, qui a émis le souhait de quantifier la senteur et la saveur, c'est-à-dire de la mesurer. Ce n'est pas encore le cas. On arrive à présent à déterminer des profils par le nez électronique ou par la langue électronique, comme pour la couleur avec le spectrocolorimètre, mais la quantification réelle, disons scientifiquement poussée, n'est pas encore atteinte. Donc il y a beaucoup de recherches à faire dans ce domaine de neurosciences ou des sciences par les sens. À cette ère post-révolutionnaire, les sens, c'est-à-dire couleur, senteur, saveur, tactile, même le tactile, nous capitalisent pour mieux exalter notre bien-être à travers les bienfaits des matériaux chimiques, écologiques, de la beauté, de la santé et de l'agroalimentaire ou du bioalimentaire, la gastronomie. Le nez des Tunisiens et les saveurs sont fidèles aux réalités élémentaires et portent sur l'imagination olfactive et gustative. Les orientations olfactives des Tunisiens vont aux notes chaudes, aux effluves lourds et balsamiques. L'aliment, les assaisonnements gastronomiques faisant partie intégrante du milieu traditionnel, à présent ouvert aux autres penchants, tendances, joue un rôle dans la tendance des habitudes et des préférences olfactives, puisque les arômes relatifs forment une bivalence gustative et olfactive. Donc on est en train de changer depuis les notes de notre enfance jusqu'aux notes actuelles qui sont très influencées par le modernisme et puis par la mondialisation. Les notes de la flaveur, senteur et saveur consignent un langage de 43 sensations. Pour la senteur, fraîche, zestée, citralée, amenée par un bouquet de fleurs, de jasmin, de henné, d'olivier de Bohême, Zanzfour, d'acacia farnésiana al-fatina, voilà, ça s'appelle Misk Snadaq, de Raponticum acol chemmem, d'œillet, romfel, de bigaradier, le zar, de narcisse narjas, que ce soit Boussaïfa ou la Boubhar, de jonquille, de rose, d'églantine, de géranium, de lys et d'iris. Un sens étant caractérisé par l'existence d'un récepteur, d'un influx nerveux et de sa transcription en perception au niveau du cerveau. Donc il y a un système de neurones qui va nous permettre de détecter et d'analyser ce que nous sentons, que ce soit au niveau de la senteur ou ce que nous dégustons au niveau de la saveur.
Et l'effluve animal, il y a les effluves animales, à part les matières odoriférantes végétales, dans la civette, le musc, l'ambre, le castoreum, qui sont actuellement interdites ces matières à l'usage, puisqu'il y a une sauvegarde des animaux à la pêche et à la chasse, ainsi que les gommes, les baumes, les résines, qui sont employées principalement en fumigation. Donc, ces résines, j'en parlerai après. Je peux vous citer la gomme ammoniaque, qui est le choc. Il y a les baumes, le benjoin et les résines. On a un certain nombre de résines odoriférantes, telles que la myrrhe, le muscta. Pour la saveur, les notes sont au nombre de 4 de base. Le sucré, le salé, l'acide et l'amer, auquel s'ajoute l'umami. L'umami, c'est la 5e note du goût, qui correspond à un goût savoureux. Je vais vous donner des exemples par la suite. L'oléogustus aussi, qui concerne tout ce qui est gras, c'est la 6e note. Ces notes ont été découvertes il n'y a pas longtemps, donc il y a beaucoup de travaux là-dessus. L'oléogustus s'appelle le coucoumi aussi. C'est 2 synonymes. Il y a les pseudo-chaleurs qu'on connaît à travers le piment, la moutarde, la cannelle, le girofle et ainsi de suite. Le pseudo-froid, c'est la menthe qui donne un rafraîchissement. L'astringence, lorsqu'on mange donc un coin ou une grenade, on sent une sorte de changement au niveau du palier et la sensation qui change finalement ça correspond à un tannage. Il y a un tannage de la cavité buccale et suite à ce tannage, on va sentir différemment. C'est l'astringence. Puis, il y a le goût de la réglisse sur lequel travaillent beaucoup de gens actuellement. L'exploration sensorielle emprunte des moyens humains et techniques. Humains, c'est-à-dire nos organes, et puis techniques, c'est les appareils, l'appareillage tel que le nez électronique pour la senteur et la langue électronique pour la saveur. Pour cette analyse donc, des composants, des matières et des produits odoriférants, comme les parfums, les essences, les hydrolats, les extraits tels que les oléolés ou les dérivés correspondant aux glycérés, aux œnolés et ainsi de suite. Les espaces de tête, c'est lorsque on va capter l'odeur autour d'une matière aromatique, autour d'une fleur. On a l'espace de tête, le headspace, et ce headspace peut être injecté pour fabriquer des parfums ou des matières donc, cosmétiques. On trouve des déodorants avec l'inscription headspace. Ça veut dire que l'extraction ne s'est pas faite par des solvants ou avec de la vapeur, elle s'est faite directement par une aspiration de l'odeur. Donc on aspire l'air autour de la matière aromatique, de la fleur par exemple, de la rose, puis on l'injecte pour fabriquer le produit cosmétique. Ces connaissances sensorielles par les sciences cultivent et affinent notre polysensorialité qui gouverne notre bien-être. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sentir, on a quelque chose dans notre intimité qu'on va extimiser par l'expression correspondant à un vocabulaire déterminé. Donc, quand on sent quelque chose, on va dire « benina », « benina », ça ne correspond pas à une odeur. Donc, tout ce qu'on utilise comme terme n'est pas adapté, ce n'est pas scientifique. Il y a un langage constitué de 43 termes qui sont les notes de la senteur qu'on va essayer de voir ensemble.
Mais ça nécessite un apprentissage. J'avais enseigné à l'INSAT ce langage pendant 3 ou 4 ans, puis après on a abandonné parce qu'il faut beaucoup de temps pour pouvoir enregistrer cette base de données au niveau de la mémoire et pouvoir par la suite, quand on sent quelque chose où il y a ces notes-là, on va se référer à cette base de données. Le sens détecte par ces capteurs sensibles, puis interprète par les neurones puissantes en s'exprimant pour décrire le ressenti par un langage approprié. Voilà les centres. Donc il y a l'odorat qui se trouve en face du nez, presque. Le goût, c'est un peu au-dessus. Et puis, puisqu'on va s'intéresser à ces deux-là, se limite à ça, sachant qu'il y a une association entre les sens. Il y a une partie qui permet de détecter l'association des sens. Donc, la senteur. La senteur exprime des courants, des tendances, des aspirations, des rêves, des développements des sens, en plus du fait que le parfum abrite une histoire, constitue un pont éphémère de communication entre les réels, végétal, animal et humain. Des images et des notes de relents sont gravées en mémoire, formant des codes, des messages éternels. Parmi nous, il y a une dame poète. Elle va sans doute s'inspirer de ça pour nous écrire un petit récit, comme elle a fait lorsqu'on a été au centre technique de l'emballage. On a fait un buffet aux fleurs comestibles et nous a donc permis de se réjouir par un petit poème. Je fais la demande discrètement. Donc les senteurs. L'espace aromatique de notre environnement diffuse un bouquet olfactif animant nos narines de bien-être. Quand on sent une fleur, on a déjà un effet d'aromathérapie. Et ça permet de ralentir l'angoisse, l'énervement et le reste. Le néroli des fleurs de bigaradier. L'acacia mimosa, le ghaylan ou la misk snadq, qu'on appelle le fatina بالعربية, la rose, l'églantine, le jasmin du Cap, le fil, les narcisses, boubhar et boushaïfa, les fleurs de henné, le géranium, l'autarchia, l'œillet, le qromfel, le basilic, l'ahbaq, l'olivier de Bohême, le zanzfour, le raponticum à col, le chemmem, le lys, Soussen, l'iris, le liès, la tagette, le khayali, et ainsi de suite. Donc vous remarquez que le jasmin s'embaque en bas, et à votre gauche, à votre droite, non? Oui. Ça s'appelle fil borouhin, parce que la fleur, elle a un volume 5 fois le fil ordinaire. Le jasmin du Cap. Voilà, regardez la taille, c'est énorme. Là, c'est des bouquets de jasmin pour les mariés. L'essence de jasmin, l'eau de jasmin, l'huile de jasmin, zit al-yasmin, le bouquet de jasmin, mashmoum al-yasmin, le bouquet de jasmin s'embaque, le fil, que ce soit le normal ou le borouhin, ont des senteurs qui font frémir les narines tunisiennes. Ça, c'est un mashmoum qu'on fait spécialement à Tastour. Donc, chaque ville a pratiquement sa spécificité. Et je donnerai une conférence sur les bouquets de fleurs, le mshem, le samedi après-midi à la bibliothèque de Garibaldi. Les fleurs de tagette, donc Nesri, bon, ça c'est les fleurs de bigaradier, zhar. Fleurs de mélia,
ديتحان وإلا البوسحيف بوسبيحة parce que ça, les fruits sont comme des perles de chapelet, l'ida aussi. Les fleurs de lavande, khzema, la rose. Donc l'hydrolat, si on regarde l'hydrolat de la rose, il est constitué d'un certain nombre de molécules odoriférantes qui correspondent à l'odeur, citronellol, le géraniol, l'inalol, phénoéthanol et les oxydes de rose. Chaque hydrolat a sa composition. Et on peut distinguer, justement, une fois qu'on a en mémoire la base de données, on peut facilement distinguer entre l'hydrolat de rose et l'hydrolat d'églantine ou l'hydrolat de géranium. L'iris, ça c'est la fleur de henné, aussi fleur de henné, fleur de bruyère, khlenj, l'olivier de Bohême, zansfour, aussi. J'ai insisté là-dessus parce qu'on fabrique avec ces fleurs, zansfour, un parfum sans alcool à l'Ariana, qui s'appelle zansfoura, et un autre parfum sans alcool, à Nabeul, qui s'appelle Majmoua. Majmoua, c'est le cocktail multifloral avec plusieurs matières aromatiques, et même on fait de la fumigation. On ajoute des produits qui sont fumigués à l'intérieur de l'alambic. Je vous dirai comment faire l'églantine de l'églantier. Là, c'est le al-fatina, ça c'est les fleurs de musk snadaq ou al-ghaylan, l'acacia farnésiana. Voilà les fleurs. Le Raponticum à col, Shemem ou al-Kiz, les narcisses et les jonquilles. Donc on a un point fort en Tunisie qui passe par ces bouquets de fleurs, parce que ça donne déjà des codes sensoriels pour chaque région. Ces fleurs, si on veut les transformer en hydrolat ou en huile essentielle, on les distille, on les hydrodistille par des alambics. Il y a plusieurs types d'alambics. Ça, c'est un alambic horizontal. Pardon. Il y a d'autres types d'alambics verticaux. Il y a des alambics en inox, il y a des alambics en fer blanc, il y a des alambics en cuivre étamé, et ainsi de suite. Bon, pour l'essence de néroli, ça c'est le rendement, etc. Dans l'industrie, on fabrique l'essence de néroli à partir des fleurs de bigaradier avec des alambics de grande capacité, et ça permet d'avoir, surtout pour les alambics en cuivre, une destination actuellement vers Guerlain. Guerlain a pratiquement une distillerie qui est réservée donc pour lui fabriquer des produits avec des alambics appropriés, parce qu'il est habitué à utiliser l'huile essentielle fabriquée avec le cuivre, qui catalyse certaines molécules et arrive à avoir à la fin une composition bien déterminée. Si on change du cuivre vers l'inox, on va trouver une autre composition. Donc, et comme la régularité ou la composition pour chaque parfum doit être la même, il demande à ce que l'installation ne change pas pour fabriquer les hydrolats ou même les extraits. Les extraits, on les obtient par des solvants avec des machines comme ça,
on obtient les absolus, puis en traitant les absolus avec de l'alcool, on les fait passer à l'état de concrète. Chaque produit, que ce soit huile essentielle, hydrolat, concrète, absolue, a sa destination en parfumerie, en cosmétique. Par exemple, pour l'absolu des eaux de fleurs, il y a 0,3 à 0,9 grammes par litre de composés organiques. Pour extraire l'absolu des eaux de fleurs, on met en contact l'eau avec un solvant volatile, hexane ou cyclohexane. L'hexane est utilisé pour extraire à partir du grignon d'olive l'huile d'olive du grignon. Donc c'est un produit couramment utilisé et à l'aide d'une agitation vive dans une cuve ou d'un passage dans une colonne à contre-courant, par la suite on évapore le solvant et on obtient l'absolu. En traitant l'absolu avec l'alcool, on a les concrètes. Chaque partie du bigaradier est une entité à part qui donne un produit aromatique, un extrait à part. Si vous prenez la feuille par hydrodistillation, elle donne ce qu'on appelle l'eau de broute, melqah, qui n'a rien à voir avec le mazhar. Et puis, l'huile essentielle s'appelle le petit grain. Donc, le fruit, on peut faire une expression du zeste pour avoir une essence du fruit, de la bigarade. La composition de l'essence n'a rien à voir avec l'hydrolat des feuilles. De même, si on fait l'hydrolat de la fleur, on obtient un hydrolat donc approprié, et l'huile essentielle séparée de l'hydrolat, c'est le néroli. Le néroli est un produit très, utilisé pour un certain nombre de parfums et de produits cosmétiques. Voilà le parfum sans alcool, comment on le fabrique. On met dans un alambic les fleurs d'oranger, les roses, l'églantine, le géranium et les fleurs d'olivier de Bohême ou l'arbre d'argent. Puis sur les branches de géranium, on met un petit réchaud traditionnel, kenoun, et on ajoute sur les braises les matières, l'encens. Donc je vous dirai lesquelles. Benjoin surtout. On ferme l'alambic et on laisse justement l'hydrodistillation se faire avec la fumée de l'encens qui passe. On va avoir une eau multiflorale fumiguée. C'est le parfum sans alcool qui est utilisé par quelques familles jusqu'à présent à Nabeul. Cette tradition n'a pas été, disons, éteinte pour la simple raison que on dit que si une famille commence une fois à fabriquer ce produit, ce parfum, et si elle arrête, il y aura un décès dans la famille. Et par peur de ne pas avoir ce décès, donc on a sauvegardé justement la tradition. Ça continue. Les plantes aromatiques dans ce cocktail, c'est le géranium, l'atrachia, nesri, l'ouard, les fleurs de bigaradier, zhar, les fleurs d'olivier de Bohême, zanzfour. 5 plantes aromatiques. Et puis, les produits de fumigation, la tractylis gomme ou le chardon à glu, dette, c'est des racines de la plante, clou de girofle, le bois d'agaloche, omeri, l'encens, prour, le musc, l'ambre et la myrrhe, le muscat. Donc,
On ajoute tout dans le petit réchaud traditionnel. Ça va fumiguer. La fumée va passer avec la vapeur d'eau qui amène avec elle les essences aromatiques et on obtient le cocktail multifloral fumigué. Voici quelques ingrédients de ce que je viens de citer. À l'Ariana, il y a un parfum équivalent qui s'appelle Zansphorum, élaboré à partir de fleurs d'olivier de Bohême, de pélargonium, de chardon à glu, de gomme ammoniaque ou chaq, de clous de girofle. Et donc dans ce parfum, on distingue, après analyse, j'ai analysé tous ces extraits en collaboration avec Toulouse, le linalol oxyde, le rose oxyde qui caractérise ce parfum, il y a le citronellol et le génol qui sont des composants majoritaires. Par les aspergeoirs, on a la tradition tunisienne pour accueillir les invités lors des célébrations des fêtes diverses par un parfumage sur les mains d'eau aromatique à l'aide d'un aspergeoir approprié. Là aussi, ça fait des ustensiles relatifs aux senteurs. La spécification des produits identifiant les senteurs du patrimoine des plantes à parfum et formant les produits de terroirs caractéristiques régionaux a été conduite pour un ensemble avec des techniques d'analyse appropriées. En ce qui concerne le champ des odeurs et les notes olfactives, le champ des odeurs ou l'orgue à parfum, il y a comme un amphithéâtre avec les différentes classes et sous-classes. Par exemple, on a les notes zestées en bas et à gauche, les notes citrallées, les notes terpénées, marines, vertes, fraîches, et ainsi de suite. Donc, maîtriser son univers parfumé, c'est apprendre à mieux vivre avec son environnement, à le recevoir différemment, à jouir du bien-être apporté par les odeurs et développer sa créativité. La perception des odeurs nécessite un décryptage précis qui exige une éducation olfactive par les champs des odeurs. Voici les termes qu'on devrait connaître, qui doivent être enregistrés en mémoire pour pouvoir s'exprimer en senteur. Il y a le terme zesté qui correspond à une molécule qui s'appelle le délimonène. Citrallé, zesté, c'est le zeste de citron ou le zeste de l'orange. Citrallé quand il y a une molécule qui s'appelle le citral. Et pour avoir une base de données correspondant à ces notes, il faut des mouillettes avec les molécules pures. On met quelques gouttes sur la mouillette et puis on essaie d'aspirer pour sentir la note correspondant au limonène pour l'enregistrer, mais il faut être vraiment neutre le jour de cet apprentissage. Neutre, c'est-à-dire pas angoissé, on ne doit pas avoir fumé une cigarette ou bu un café ou avoir quelque chose qui perturbe la sensation, plutôt le nez. Et puis une fois qu'on enregistre une note, il faut un temps mort pour passer à la suivante. C'est ça que ça prend beaucoup de temps, donc imaginez en une matinée, on ne peut faire que 3 notes par heure, maximum. Sinon, on sature et on va confondre les notes. Voilà le reste, jusqu'à 27, puis jusqu'à 41, il y en a d'autres. Les flaveurs, c'est senteur plus saveur.
Donc la différence entre un parfum et un arôme, c'est que le parfum, on le sent par le nez, ça correspond uniquement à une senteur. Tandis que l'arôme, ça passe par la bouche, quand on prend une glace ou un aliment, ça passe par la bouche. Il y a une partie senteur qui passe par les narines, et ça va aller vers les neurones de la senteur. Et la partie qui passe sur la langue vont être captées par justement les zones de sensation pour avoir la correspondance relative aux notes gustatives. Dans l'Antiquité, on avait un certain nombre d'épices qui existent jusqu'à présent, sauf que certaines de ces plantes ou certains de ces produits sont devenus cultivés alors qu'autrefois c'était des produits sauvages, à l'état sauvage. Parmi les épices, on connaissait le poivre, le cumin, le coriandre. Dans les plantes aromatiques, l'aneth, c'est le fenouil sauvage, la cannelle, les clous de girofle. La menthe, l'origan, c'est la marjolaine sauvage. La rue, le thym, le laurier. Puis en légumes, les bêtes, les poireaux, le persil, donc céleri, livèche et artichaut, courge, chou, salade romaine, concombre, etc. Légumineuses, pois chiches, fèves, noix pour les fruits secs, amandes, pignons, raisins secs, sachant qu'on faisait des pains à l'époque punique et romaine à base de noix ou de pignons. Les colorants alimentaires, il y a le safran. Il y avait le safran. Le safran, c'est, disons, un produit qui va exister au paradis. Donc, ça va remplacer le gazon. On marchera sur du safran. D'après certains écrits. Fruits, grenades, poires, pommes, cerises sauvages, l'écoin, le cédra. Le cédra ou tronge, c'est comme un citron avec donc des propriétés, disons, pour la santé qui sont très considérables. J'avais donné une fois une conférence à Hammamet, orange ou tronge, les deux, orange ou tronge, il y a les deux. Donc céréales, blé, etc. Voici quelques données sur les composants marqueurs de ces plantes aromatiques. Dans l'anis, il y a l'anétol, c'est une molécule aromatique. Le fenouil estragol, on trouve l'estragol et le linalol dans le coriandre, table. Le carvocrol dans le carvi et le fenouil. Le limonène qu'on trouve dans les peaux d'orange, de citron, coriandre, fenouil, et dans l'anis, cumin et fenouil également. On trouve le cinéole et puis le génol avec l'isoeugénol qu'on rencontre dans le clou de girofle. Chaque matière aromatique a sa composition. Donc il suffit de voir le profil aromatique pour reconnaître la plante. Par exemple, si vous voulez analyser la tibarine, pour savoir quelles sont les plantes aromatiques qui sont dans la tibarine, il suffit de faire l'analyse totale de l'extrait donc de la tibarine, l'extrait aromatique, et voir quels sont les différents composants pour attribuer aux plantes qui ont été mises en macération dans
la liqueur. Pour le limonène, on arrive à distinguer les notes zestées entre l'orange et le citron, sur le plan odeur. La composition est la même, le limonène, mais l'emplacement stéréochimique dans l'espace est différent. Dans le citron, vous avez la molécule qui correspond au S, à la structure où il y a le S, sinistère, et dans l'orange, il y a l'odeur rectus qui se trouve à gauche. Donc l'emplacement d'un groupement, il est en arrière du plan pour l'orange, alors qu'il est en avant du plan pour le citron. Ça montre la subtilité et le grand génie de la créativité. Oui. Pour l'aromathérapie, on a donc des effets, je vais sauter cette partie aromathérapie parce que ça fait, on peut trouver dans beaucoup de livres. Et là, on a la caractérisation de l'huile essentielle néroli, de l'absolu relatif, de l'eau de fleur, l'essence de petits grains, etc. à partir des feuilles. On n'a pas la même composition, donc on n'a pas le même effet. Je passe à la saveur. Les 4 goûts basiques, qui sont l'acide, le salé, le sucré et l'amer, sont répartis sur la langue, sur les différentes zones de la langue. Le sucré, il est au bout de la langue. Alors ça m'amuse quand je voyais ma mère au mois de Ramadan en train de regarder si son plat ou sa soupe, si elle est salée, elle pointe la langue pour que elle n'avale pas donc la soupe, alors que sur la pointe de la langue, c'est sucré. Donc finalement, elle imagine que le degré du salé, il est que ceci ou cela. Donc en plus, au milieu, on a cette 5e note du goût qui est l'umami. C'est quoi l'umami? Le goût de l'umami définit une sensation, celle d'un goût plaisant, savoureux, agréable en bouche. Malgré le caractère abstrait, c'est abstrait. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est savoureux, mais on n'arrive pas à décrire convenablement comme le sucré ou le salé, parce qu'il y a plusieurs molécules finalement qui entrent en jeu. C'est la 5e note gustative fondamentale, après les autres, les 4 principales. Et ce goût est dû à la présence de 2 acides aminés, l'acide glutamique, l'acide aspartique, et de 2 autres molécules qui entrent en synergie avec ces acides aminés, qui sont le linosinate et le guanylate. Les aliments riches, finalement, en umami sont les viandes, les poissons, les crustacés, les viandes fumées, les légumes tels que les champignons. Quand on mange des champignons, on n'arrive pas à décrire qu'est-ce qu'on est en train de manger réellement. Le goût, il est un peu, indéfini, abstrait. Et justement parce qu'on est dans l'umami pour les champignons. La même chose pour les fromages. Quand on mange les fromages, il y a le salé ou épicé, ou s'il y a des additifs, mais réellement, la saveur, disons, marquante,
c'est l'umami. Champignons, tomates mûres aussi, ketchup, pareil, le chou, certains thés verts fermentés à cause de cette fermentation qui a lieu, ainsi que les produits fermentés et vieillis, comme les sauces de soja, les sauces de poisson. Pour les sauces de poisson, vous avez les sauces de poisson de l'Antiquité, le garum, et il y a les sauces de poisson asiatiques comme le nuoc mam, le nampla et ainsi de suite. Voici les différents produits alimentaires qui correspondent à l'umami. Et selon qu'il y a le glutamate, l'inosinate, le guanylate, on a une synergie qui peut avoir lieu entre les deux types. Donc les tomates, l'oignon, les algues, le chou-fleur, le petit pois, les asperges, le fromage, les champignons, la betterave rouge. Tous ces produits contiennent l'acide glutamique. Alors, le glutamate sous forme de sel, glutamate de sodium. Sachant que le glutamate de sodium est un produit euphorisant. Je me souviens avoir été dans ma chambre d'étudiant à Toulouse, à l'université de Toulouse. J'ai commencé à préparer un plat pour 5 personnes, du couscous, et je me suis rappelé que j'avais une expérience au laboratoire. J'ai couru rapidement en disant à mes collègues de continuer d'assaisonner et de cuire le couscous. Je reviens 1 heure après, le couscous était prêt, on a mangé et on a passé les 5 1 semaine à rigoler, fou rire. J'ai jamais compris la raison de ce fou rire. Un jour, j'organisais mon placard et j'avais justement un flacon de glutamate de sodium, un sel organique qui est très euphorisant en quantité importante. Donc, le flacon était plein et c'était à moitié plein, à moitié vide. Et mon ami qui a continué à préparer le couscous, il ajoutait, il goûtait, il trouvait que ce n'est pas encore bien salé parce que ça, ce n'est pas comme le sel de cuisine ordinaire. Et il a mis une quantité qui nous a laissé 1 semaine à l'état euphorique. J'en ai encore, mais je ne l'utilise pas parce que je suis en euphorique de nature. Oui. Il y a pour l'inosinate, il y a les poissons, sardines et autres. Sardines, maquereau, thon rouge. Le thon mange le maquereau, comme par hasard. Le maquereau mange la sardine, par hasard. Et les Romains utilisaient justement ces 3 types de poissons pour fabriquer leur garum. Est-ce qu'ils suivent une descendance il y a aussi les volailles qui contiennent l'inosinate. La viande, que ce soit porc ou bœuf. Pour les aliments qui contiennent le guanylate, il y a la viande du porc séchée. Il y a des champignons séchés également, 2 types de champignons, que ce soit morel ou shiitake. Voilà les champignons, l'algue, le betterave rouge et ainsi de suite. Et quand on regarde la courbe à droite qui mentionne la synergie entre glutamate et inosinate, en fonction du pourcentage, on va avoir un maximum lorsqu'il y a ces 2 produits ensemble, glutamate et inosinate. L'umami
donc connu depuis 1908, mais les découvertes réelles n'ont été, disons, mentionnées qu'à partir de 1985 au Japon. C'est umai, ça veut dire délicieux, et savoureux, c'est mi. Enfin, pardon, non, le goût c'est mi. Umami, c'est un goût savoureux. Voici les molécules qui sont responsables de l'umami. À partir des produits de la pêche, on peut assurer une salaison des poissons ou des autres produits de la pêche, même les coquillages, dans des cuves comme celle-là, qui se trouve à Néapolis, à Nabeul. Je vous invite un jour à faire une visite. Madame Leila, on peut organiser ça, possible, non? Il ne faut pas travailler que sur Carthage, quand même. Néapolis faisait partie de Carthage. Et ces cuves, donc il y a des cuves de salaison du poisson, puis une fois la durée est passée de salaison, on va mettre ces poissons dans d'autres cuves pour arriver à assurer une hydrolyse enzymatique qui dure 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Les protéines se décomposent pas dans le mauvais sens, ne s'altèrent pas, mais se décomposent en acides aminés. Donc, et on obtient des sauces. Ces sauces sont très riches en acides aminés. Les acides aminés sont les éléments de base pour composer nos protéines dans l'organisme. Donc c'est des produits très, disons, précieux. À l'Antiquité, il y a même tout un travail qui a été fait là-dessus avec l'université de Mirail à Toulouse et des archéologues. Et il y a même un restaurant qui fait justement des plats romains avec l'assaisonnement au garum. Ça, c'est avec un prix Nobel de chimie quand on a visité Néapolis pour lui faire découvrir le garum et puis pour voir un peu la maison des nymphes dans le même site. La 6e note du goût s'appelle l'Oléogustus, qui correspond à la présence d'acides gras, donc qui ne sont pas saturés, tels que l'acide oléique, palmitique, linolénique et stéarique. Donc quand on mange du gras ou des huiles, de la matière grasse ou des huiles, ou toute cette cuisine fast-food, on a ce goût qui nous capte, donc, et qui est justement l'Oléogustus. Sans oublier les notes de pseudo-chaleur. Pseudo-chaleur qu'on trouve dans les produits piquants, tels que le piment, la moutarde, la cannelle, le clou de girofle, le wasabi japonais, il y a aussi le radis. Dans les légumes, il y a certains légumes qui ont un caractère pseudo-chaleur. Qu'est-ce qui se passe? C'est des produits qui irritent la langue et la cavité buccale. On a l'impression qu'on a chaud. C'est pour ça qu'on attribue à cette pseudo-chaleur un vocabulaire, par exemple, volcanique, piquant, explosif, d'après disons, la règle de Scoville. Il y a tout un tas de notes pour décrire cette pseudo-chaleur. Réellement, c'est une irritation, mais il n'y a
aucune élévation de la température au niveau de la bouche. C'est dû à une molécule qui s'appelle la capsaïcine, qui irrite. J'ai un flacon avec la capsaïcine, mon Dieu, je l'ai ouvert par erreur une fois et je suis resté dans cet état d'irritation toute la journée. Et avec la capsaïcine, il ne faut pas boire de l'eau. Quand on est irrité, il faut prendre du beurre parce que la capsaïcine n'est pas soluble dans l'eau. Donc quand vous buvez de l'eau, ça ne va pas résoudre le problème. Il faut prendre du beurre ou de l'huile pour dissoudre justement cette molécule irritante. Le pseudo-froid, c'est un effet qui est occasionné par la menthe et ses dérivés. La menthe, dans la bouche, elle réagit avec le calcium des cellules et elle change la structure de la langue. Donc, on va avoir une appréciation qui n'est pas la même. De ce fait, on a un effet de rafraîchissement, mais ce n'est pas du froid, c'est un pseudo-froid. La température dans la bouche reste la même, elle ne change pas, mais c'est un rafraîchissement. La même chose pour l'astringence, quand on mange de la plaquemine, le kaki, ou de la grenade, ou du coin, ou un produit qui contient du tanin, on a un effet d'astringence parce que justement il y a les molécules tannifères de ces aliments qui vont réagir avec les protéines de la bouche pour le tanner, pour tanner la bouche. On a un tannage de bira. Et de ce fait, on n'a plus la même perception du goût. Donc quand on mange de l'artichaut et on boit de l'eau, on a une sensation complètement différente, comme si on est en train de manger de la réglisse. Et ce dessèchement dans la bouche donne cet effet d'astringence. Donc c'est aussi une autre note qui s'ajoute aux précédentes. Chers admirateurs de la science par les sens ou de la neuroscience, un merci pour votre sensibilité aux flaveurs pour cette méditation. Merci beaucoup. Dans le cas où vous aurez besoin de mon mail ou de mon téléphone, vous pouvez noter si jamais vous avez des questionnements. Merci Sinas pour cette... Oh, merci Ça, beaucoup. c'est une fleur de néflier, Nawart al-Boussa, qui a une odeur agréable qui rappelle l'amande amère. Et ça, c'est de Carthage, c'est pas loin de chez vous. Je l'ai cueilli avec la permission du propriétaire. Et c'est actuellement, donc c'est la fleur, ou plutôt c'est la plante en floraison. Alors merci, parce que quand on s'intéresse, on fait attention, effectivement. J'ai eu des néfliers plusieurs fois dans mon jardin, mais je n'ai jamais fait attention à l'odeur. Oui. Et maintenant, effectivement. Alors merci pour cette belle conférence. On apprend, on a appris des choses. Et là, je demande au public s'il y a des questions à poser à Sinas, des remarques, des commentaires, des questions. Oui, mademoiselle ou madame? Bonjour. Donc déjà, je commence à me présenter. Je suis en fait, j'ai un master en nanotechnologie et actuellement, je suis formatrice d'atelier de parfum et de saponification en Tunisie. Et concernant les goûts, en fait, j'ai entendu parler récemment concernant les papilles gustatives, qu'en fait, toutes les cellules au niveau de la langue avaient des récepteurs pour les différents goûts. Et donc que la langue n'était pas vraiment...
il n'y a plus de compartiments dans la langue, il n'y a pas le compartiment là, sucré, salé, etc. Mais toutes les cellules étaient sensibles de la même façon à tous les goûts. C'est pour ça peut-être qu'en parlant de votre mère au mois de Ramadan, quand elle mettait la nourriture sur juste au bout de la langue, donc elle arrivait quand même à détecter si c'était salé ou pas. Donc c'est une étude récente. Je ne sais pas si c'est... j'ai pas vraiment la confirmation, mais et en même temps, je trouve que c'est logique. Tout à fait. Si vous regardez ceci, j'ai caché une partie. D'accord. Ça ne vient pas. En tout cas, comme lorsqu'on parle de l'atome, on dit que l'électron tourne autour du noyau, sur une trajectoire. C'est faux. Il n'y a pas de trajectoire. Mais le fait que sur cette trajectoire qui a été signalée, il y a le maximum de probabilité de présence au niveau de cette partie. C'est en termes de probabilité de présence. Pour la langue, il y a justement des capteurs répartis sur toute la langue. Quand on voit de près, on a plusieurs points pour les différentes notes. Alors qu'il y a une densité de concentration à des zones bien déterminées. Donc, si on a, disons, décortiqué le problème pour mieux vulgariser la chose, on va s'occuper de la partie de densité, de forte densité. Voilà, c'est tout. Ben, c'est possible. Je pense que la première hypothèse et la seconde, il faut tout simplement avoir plus de confirmation. Mais on sait par exemple qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas apprécier certains goûts. Il existe des pathologies, on ne peut pas apprécier certains goûts, comme pour l'odorat. Il y a des odorats que certaines personnes n'arrivent pas à percevoir. Donc la structure cellulaire est probablement la même, mais c'est peut-être il y a une spécificité qui peut être acquise au fur et à mesure de l'évolution de la personne aussi. Voilà. Oui, Madame Chatfi. Je vous remercie, Nassel, pour cette belle conférence. Concernant le goût, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un apprentissage du goût ou bien il y a une composante génétique? Parce que si mes souvenirs sont bons, quand on était étudiant, on nous faisait goûter une solution très amère pour certaines personnes, pour d'autres qui ne goûtent absolument rien. Alors je pense qu'il y a certainement une composante génétique là-dedans et Mme Charbonne peut intervenir en ce sens. Oui, tout à fait. Il y a pas loin d'ici, à la Goulette, un beau laboratoire qui travaille sur les produits de la mer. Et il a justement des cabines pour l'évaluation sensorielle. On va former un panel, parce qu'on peut former un panel de gens qui sont expérimentés ou arriver à avoir des professionnels pour aussi bien la senteur que pour la saveur. Et ces professionnels vont pouvoir détecter les différents types de goût. Par exemple, dans l'amertume, on donne le café, la caféine pure, à un certain pourcentage, parce que le seuil de détection varie d'un produit à un autre. Et quand on passe au sucré, on va donner le saccharose pur. Le salé, c'est le sel de cuisine, des concentrations appropriées pour ne pas
justement abîmer la langue avec de fortes concentrations. Tout ça, c'est, disons, étudié. Et au laboratoire de l'Institut Armand Frappier au Canada, j'avais un projet d'installer justement un laboratoire d'analyse sensorielle. Malheureusement, le projet n'a pas eu de suite, mais il y a des cabines. Et on a justement, les cabines sont pratiquement séparées avec une aspiration et tout, pour qu'il n'y ait pas d'influence d'une personne du panel à l'autre. Et on a un certain nombre de produits appropriés pour arriver justement à faire l'apprentissage pour les gens qui ne sont pas expérimentés, ou pour arriver à déterminer justement des concentrations, sachant que pour la vanille, par exemple, on n'a pas la même perception pour la vanille naturelle, qui est l'éthylvanilline, et pour la vanille artificielle, synthétique, qui est la méthylvanilline. Et là, il y a des personnes qui sont expérimentées qui arrivent même à faire la différence entre l'éthyle et la méthylvanilline, la naturelle et la synthétique. Donc tout est apprentissage pour avoir en mémoire la note de telle molécule, parce que l'amertume, elle peut venir de plusieurs types de molécules. Pour le café, c'est la caféine. Peut-être que je vais juste rajouter un petit mot, parce qu'on connaît en pathologie très bien le syndrome de l'anosmie, c'est-à-dire l'absence de l'odorat. Il y a même un syndrome qui est connu, le syndrome de Kallmann, qui associe une autre pathologie plus l'absence de l'odorat, qui est l'anosmie. Mais à côté de l'anosmie, on associe parfois l'anosmie à l'absence de goût, l'agueusie. Et il y aurait probablement une relation entre les deux symptômes. Et bien sûr, comme l'a dit Sinas, c'est dû aux récepteurs qui existent au niveau des papilles, des cellules de la papille de la langue. Alors, c'est très variable. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialistes du goût, comme par exemple les œnologues, c'est ça. Donc, les œnologues qui ont une sensibilité accrue à la saveur pour les vins, mais j'imagine que ça existe pour d'autres. Oui, pour d'autres, comme l'huile d'olive, exactement. Il y a l'acidité, mais il y a aussi le goût de l'huile. Et je me rappelle une fois quelqu'un qui nous racontait une histoire. C'est quelqu'un qui a une cave de vin, et il a appelé donc 2 œnologues pour goûter son vin. Alors, il y en a un qui dit « il y a le goût du fer », et l'autre qui lui dit « il y a le goût du bois ». Et chacun c'est-à-dire maintenait son affirmation. Et donc, ils se sont dit, voilà, il y a un pari, on va vérifier qu'est-ce qu'il y a. Et au fait, quand ils ont vérifié, il y avait effectivement une clé qui était tombée dans la cave et qui était attachée à un morceau de bois. Et donc, c'est pour montrer la diversité qui peut exister entre les individus, et même s'ils sont tous les deux très sensibles, qui ont une sensibilité très importante au goût, eh ben, on peut avoir des variations et chacun va sentir un goût plus qu'un autre. Voilà. Oui ? Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc, je suis professeur de lettres, plutôt de civilisation, et non un professeur de sciences, de chimie. Je viens avec mes étudiantes qui travaillent sur les odeurs, les senteurs, mais dans un autre contexte qui est plutôt un contexte de diététique arabe et de culture donc, de l'Occident musulman.
Je réagis juste à deux points. Le premier, vous avez dit, quand vous avez parlé de l'expression, donc on sent des senteurs et on exprime la sensation, et que vous avez trouvé des difficultés à chercher le système signifiant. La difficulté, selon vous, elle réside dans le temps, c'est-à-dire que vous avez dit que ça demande beaucoup de temps pour l'apprentissage. Pour l'apprentissage. Oui. Mais justement, je pense que la difficulté réside dans le passage d'un système scientifique ou chimique, ou d'un système à un autre système qui est un système sémiotique, parce que l'expression de la sensation, on cherche le sens, on passe à un autre système. Et c'est l'approche du sémioticien plutôt. Le deuxième point, quand vous avez parlé du bien-être, c'est très intéressant. La question que je voudrais poser, est-ce que le bien-être réside dans la sensation même, c'est-à-dire que quand je sens une odeur agréable, je sens du bien-être, ou est-ce que l'imaginaire et le symbolique jouent un rôle important dans le bien-être? Parce que mon bien-être à moi, quand je sens une odeur, n'est pas le bien-être de Fawzia, par exemple, quand elle sent une odeur, ou le bien-être de Sir Abdelmajid quand il sent, par exemple, une odeur. C'est-à-dire, ou le bien-être du Français, ou du Tunisien, ou du Saoudien. C'est-à-dire qu'il y a une dimension culturelle, et il y a une dimension imaginaire et symbolique assez importante. Et donc, peut-être qu'un travail pluridisciplinaire sur ces thèmes serait très très intéressant, parce que chacun va aborder le sujet d'un point. Donc la question du bien-être, je pense que c'est une question qui est très très complexe. Absolument. J'avais donné une conférence. Est-ce que je réponds tout de suite ou j'attends la question? Oui, d'accord. Oui. Docteur Anouar Jaraya, psychiatre. Je crois qu'il faut essayer d'être précis en termes de terminologie. Je m'excuse de la tautologie. Ne confondons pas bien-être, jouissance et plaisir. Ce sont des entités complémentaires mais différentes. Mon plaisir n'est pas le vôtre, réciproquement par exemple. Mais dire bien-être sans plus de précision, ça expose à des malentendus. Le bien-être, c'est se sentir bien pendant un certain temps, bien en fonction du contexte psychologique interne et externe dans lequel on est. C'est pas très facile à définir et c'est pas transposable d'un sujet à l'autre, bien entendu, ne serait-ce que parce que le contexte psychologique des uns et des autres diffère dans le temps et selon les personnes. Donc il faut beaucoup de précision et beaucoup de précautions avant d'en parler. Merci. J'aimerais bien poser une question sur le garum que vous avez donc évoqué là, en référence à Rome, seulement aux Romains. Est-ce que les Carthaginois, les Puniques avant, n'utilisaient pas ce même produit-là, n'est-ce pas? Et quel rapport a-t-il justement avec le sucré-salé tunisien? Par exemple, ce que les Sfaxiens appellent... Charmoula. Et charmoula. Voilà. C'est pas sucré-salé, c'est sucré et salé. Pas uniquement sucré et salé. Et salé. Et ça fait sucré-salé, madame. On ne départage pas. Quand on goûte, c'est les deux à la fois, généralement. N'est-ce pas? Quand et les épices, absolument. Je vous remercie pour cet exposé qui est fort intéressant. Et
mais je voudrais poser une question sur le garoum. C'est Est-ce que le garoum... possible de se présenter? Comment? C'est possible de se présenter? Faisal Ben Abda, physiothérapeute ostéopathe. Alors, ce garoum, quel est le goût de ce garoum? Et puis, c'est une question que je pose, pourquoi on a l'expression Mchoum garoum? Bravo Sina, c'est vraiment une belle présentation. Je me présente, docteur Monet Milette Pourzel, je suis pharmacienne, docteur en pharmacie et aromathérapeute. Donc j'ai beaucoup aimé cette présentation. Juste je complète pour madame, vous avez parlé tout à l'heure d'odeur, de mémoire, donc il y a maintenant, j'ai fait une petite étude, une recherche sur une thérapie. Tout à l'heure vous avez parlé d'aromathérapie. Il y a l'olfactothérapie, c'est une spécialité qui émerge maintenant. C'est une thérapie pour traiter les gens qui ont des problèmes psycho-émotionnels et pour aider certaines personnes à surmonter leurs maux. Et maintenant, on l'utilise beaucoup dans les maladies d'Alzheimer pour stimuler la mémoire des gens. Donc, l'effet des odeurs sur la mémoire, les personnes, ça améliore même leur qualité de vie. Donc, on aimerait bien que la prochaine fois, peut-être, vous développerez ça, l'influence des odeurs sur la qualité de vie des malades, des maladies d'Alzheimer, des aidants aussi. Voilà. Merci, cher professeur, de cette si belle conférence que nous avons beaucoup appris. Moi, je suis archéologue, donc je ne saurais jamais m'aventurer dans votre savoir chimique très détaillé, mais en quelque sorte, pour ce qui est de l'Antiquité, nous avons pas mal d'ouvrages qui parlent des plantes et qui mettent en relation ces plantes-là, pour ce qui est de l'Antiquité, on sait, les plantes médicinales. C'est surtout pour la médecine. Et pas seulement des plantes médicinales, c'est-à-dire saveurs, etc., c'est aussi aphrodisiaque. Et en troisième lieu, pour ce qui est des pratiques culturelles ou des pratiques funéraires, dans l'Antiquité, il y a bien sûr des plantes peut-être, ou des odeurs, ou des saveurs. Bon, vous avez parlé du garoum. Si l'on se réfère à Pline l'Ancien, il y a pas mal d'autres cuisines, d'autres saveurs. Je ne sais pas si vous sauriez me dire quelle relation entre les plantes et la médecine, d'une part, plantes et ce qui est aphrodisiaque, plantes et, si j'ose dire, sorcellerie. Voilà. Oui, merci Sinas. Vous nous avez habitués à nous faire rêver de toute manière et je vous remercie. Nous savons de quoi vous êtes capable et nous vous suivons avec beaucoup d'intérêt. Moi, je crois que votre communication est véritablement à la jonction d'une notion qui est très chère aux philosophes, qui est le concept de nature et de culture, en fait. C'est ça le grand problème. Et je me pose en tant qu'historienne la question suivante pour rejoindre mon collègue Silah Habib Barklouti, de savoir ce qui se passait, non pas dans l'Antiquité, parce que nous avons des documents, nous avons des traces, on sait à peu près. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans des temps très, très, très anciens, notamment au moment où les hommes préhistoriques essayaient de survivre dans une nature assez hostile? Est-ce qu'ils avaient les mêmes sensations que nous? Est-ce qu'ils pouvaient, bien sûr, ils devaient se pencher sur quelque chose, manger parce qu'ils devaient survivre ou vivre, mais est-ce qu'ils se faisaient ce genre de remarques, c'est bon, c'est salé, c'est sucré, ils disaient c'est bon ou c'est mauvais, c'est avantageux ou ça ne l'est pas, ça me nourrit ou ça ne me nourrit pas. Je pense que c'est ça. Et donc c'est avec l'évolution de l'homme et probablement aussi de sa nature humaine, je veux dire de son cerveau qui a dû également évoluer, et de ses connaissances surtout,
quand il a commencé à devenir sédentaire, à planter lui-même les choses et à s'apercevoir que ces choses avaient des... C'est une très très longue évolution finalement. Pour en arriver à aujourd'hui, où la technologie justement a pris le pas sur beaucoup de choses, et où notre nature et notre culture est en train de prendre un autre tournant, quand on vous propose de nouvelles saveurs qui sont complètement artificielles, qui n'ont plus rien à voir avec la nature, quand on vous propose de manger par exemple une glace au piment ou un chocolat à l'ail, et ils font des choses, ils s'essayent à ces choses-là. Que va-t-on devenir dans tout ce méandre culturel, technologique aujourd'hui? Est-ce que notre petit cerveau ou notre grand cerveau va pouvoir suivre cette évolution? Parce qu'on parle de produits naturels, mais vous parlez aussi beaucoup de saveurs artificielles, tout ce qui est refait par l'homme. Où va-t-on en fait, hein? Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Merci. Merci, professeur, pour cette belle présentation et ce voyage olfactif entre les parfums et les arômes. J'ai deux questions à poser. La première, quel lien avait entre la cuisine et la médecine? Qui a vraiment influencé l'autre? Est-ce que c'est la cuisine qui a influencé les médecins ou c'est le contraire? La deuxième question, c'est la préférence d'un goût chez quelqu'un, s'il préfère le goût amer ou le goût sucré. Est-ce que c'est vraiment personnel ou c'est lié au cadre social ou c'est plutôt social? Merci. Boubacar Mkacher, camarade de classe. Alors, on a parlé des senteurs, donc des odeurs agréables, des bonnes odeurs. J'aimerais savoir si les bonnes odeurs sont perçues d'une manière différente par nous, êtres humains, mais aussi par les animaux qui ont un pouvoir multiplié par X. Est-ce que vous avez une idée sur ça pour nous donner un peu par rapport au cerveau, s'ils ont, au niveau de la configuration de leur cerveau, des espaces plus importants ou des neurones différents, etc. Mais il y a aussi les mauvaises odeurs, les mauvaises senteurs, ce qu'on appelle les puanteurs. Bon, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a une science qui s'est développée dans ce sens-là pour comprendre les différentes odeurs? Une autre question sur le poids économique. Je vois que la Tunisie, en tant que pays méditerranéen, est riche de plusieurs plantes et notre histoire, depuis l'Antiquité, montre que c'est quelque chose qui a joué un rôle important dans la culture, etc. Est-ce que le poids économique de notre pays par rapport à des pays comparables, par exemple à la région Rhône-Alpes qui développe toute une industrie autour des extraits, etc. Comment on se place par rapport à eux? Est-ce que c'est Epsilon ou bien est-ce qu'on est en train d'exporter du vrac et c'est eux qui en profitent? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser nos jeunes? Et c'est peut-être des métiers qu'on peut développer. Merci, monsieur. Sina Salna, vous devez sortir de votre spécialité de chimiste pour être à la fois psychologue, sociologue, oui, mais avec votre médecin, économiste, anthropologue, historien. Allez-y. Avec votre aide, et je crois que comme j'avais travaillé à l'école normale supérieure, il y avait des historiens, des littéraires, des scientifiques. Il y a eu une synergie très importante qui m'a donné une certaine méthodologie pour accueillir les informations. Également, comme je suis de Nabeul, il y avait le tisserand, le potier, etc. On avait donc ce parfumage et puis cette pluralité
des métiers. Je pense que ça a fait quelque chose pour que je sois ainsi. Donc je vais essayer, et avec votre aide, bien sûr, on va trouver des astuces pour les réponses. Concernant les cellules sensibles et les capteurs, on avait déjà donné la réponse. Madame Charfi également pour le panel, parce qu'au niveau senteur, la même chose pour la saveur, il y a les personnes expérimentées qui peuvent donner un premier balayage sur l'évaluation sensorielle. Il y a les professionnels qui sont à un stade très avancé. Et puis pour la senteur, il y a le nez. Le nez, c'est une personne douée, super douée, qui est capable de déterminer dans un parfum quels sont les composants qui tranchent, quelle est la composante qui peut être ajustée, et ainsi de suite. Et sur le plan nez, Guerlain est un nez, est un vrai nez. Il a même une petite maquette de son nez qui se trouve à Soma, chez M. Qasim, qui fait justement les huiles essentielles pour lui. Et les parfumeurs, les grandes sociétés de parfums, n'ont pas chacune un nez. Généralement, les concurrents n'aiment pas qu'il y ait un expert qui rôde d'une société à une autre. Et pour les parfums, à cause de la rareté de ces nez, on peut se permettre d'avoir le même nez qui est le grand expert pour 3 ou 4 sociétés. Donc il y a justement des degrés. Et à notre niveau universitaire, moi je pense que l'apprentissage est nécessaire. Ce n'est même pas un apprentissage qui doit se faire au niveau de l'université, ça peut commencer à partir de l'âge jeune, un apprentissage au niveau des notes gustatives et un apprentissage au niveau de la senteur, quitte à ne pas avoir justement à mettre les différents termes, tout le vocabulaire. Je me souviens quand on faisait cet apprentissage à l'INSAT sur le langage des senteurs, il y avait une demoiselle, une étudiante, une fois qu'on a fait une petite base de données avec une dizaine de notes, on leur a donné une essence de cèdre, du bois de cèdre, à déterminer. Il y a certaines personnes qui n'ont pas connu la réponse. Cyrine, elle avait répondu « odeur de ma grand-mère ». C'est quoi odeur de ma grand-mère? C'est vague. Alors, le Français qui était avec moi pour faire cet apprentissage, il a rigolé. Il m'a dit, c'est quoi l'odeur de ma grand-mère? C'est l'odeur de l'encens, des produits de fumigation, c'est quoi? J'ai exigé à Cyrine d'aller chez sa grand-mère, qui est à Djerba. Heureusement qu'il y avait les vacances et l'Aïd en même temps. Elle a été encouragée pour y aller. Et en revenant, elle m'a donné la réponse, comme quoi sa grand-mère utilisait un coffre en bois, de cèdre dans lequel elle mettait ses vêtements. Et c'était l'odeur justement inconnue de bois de cèdre. C'était magnifique. D'ailleurs, le Français, quand je lui ai donné cette réponse, il m'a dit je mets ça dans mon cahier de cours comme exemple pertinent. Donc là, justement, on est influencé par des acquis au niveau des sens ou au niveau d'autres situations. Moi, par exemple, si vous me donnez à sentir l'essence de violette, je pars directement à Nabeul. J'avais 8 ans, j'étais dans un mariage,
qui se passait à la maison de ma sage-femme du quartier, et il y avait une demoiselle qui portait justement ce parfum de violette. Je me souviens du visage, je me souviens du lieu, je me souviens de l'odeur. C'est incroyable. Donc il y a ces links, ces collections qui sont dans la mémoire et c'est impossible justement de nettoyer sauf si les neurones relatives s'abîment. Donc, au niveau des expressions, madame, alors si on a le langage, on va savoir s'exprimer. Déjà, scientifiquement. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire si on sent un parfum? Riha tayara, riha tuqtil, riha thabbal, riha benina, riha shnon. Ce n'est pas du tout scientifique. Donc il y a ça qui est à acquérir déjà. Ce n'est pas acquis. Puisque ce n'est pas acquis, on va essayer de relativiser ou de décrire ce qu'on sent par rapport à quelque chose qui existe déjà. Le bien-être. Pour être dans un bien-être, ou dans un plaisir, ou dans un désir, ou dans une jouissance, il faut que les molécules relatives soient sécrétées dans l'organisme. Donc, si on a une molécule qui est relative à la jouissance, on va jouir. Si on a une molécule qui est relative au plaisir, on va avoir du plaisir. Pour le bien-être, c'est un terme vague. Bon, bien sûr, ça englobe beaucoup de choses, mais pour un bien-être, il faut un bienfait ou un malfait. Donc, ça occasionne quelque chose qui occasionne. C'est des molécules chimiques, généralement. C'est Habib, lorsque vous avez parlé de la magie. La magie, c'est quoi, finalement? C'est des effets. Ça peut être un effet euphorisant. Ça peut être un effet aphrodisiaque, ça peut être un effet anaphrodisiaque, le contraire, comme la marjolaine qu'on donne dans l'abscissa aux gens qui vont à la Mecque. Oui, ça c'est vrai, à Nabeul on fait ça. Hein? Et puis il y a aussi l'effet donc hypnotisant, il y a l'effet anesthésiant, et un certain nombre d'effets. Si on conjugue ces effets, on va avoir un état comme si on est ensorcelé. Et bien sûr, il y a un côté sorcellerie qui est beaucoup plus, disons, charlatan que ça. Pour ce qui est du garoum, le garoum, c'est une sauce qui contient, si on l'a fait avec uniquement des poissons, il y a les protéines du poisson qui se transforment en acides aminés, mais il y a le sel de la salaison, plus les produits qui sont occasionnés par la fermentation lactique. Il y a l'acide lactique. Quand on a donc l'acide lactique, on va avoir le goût acide. Le sel, c'est le goût salé. Les acides aminés, ça va donner selon le cas, soit un acide aminé acide, soit un acide aminé neutre, soit un acide aminé basique. Donc c'est les effets qui vont donner l'acidité également, avec en plus l'umami, qui provient de la présence de l'acide lactique et de l'acide glutamique, de l'acide aspartique et de l'acide glutamique, à l'état de sel, puisqu'on est dans un milieu salin, et par conséquent, on a cet ensemble de notes. S'ajoute à ça, si on additionne au garoum des plantes,
aromatiques, tels que le thym, le romarin et ainsi de suite, on va avoir des arômes supplémentaires. Donc, dans le garum, vous allez avoir un petit cocktail en fonction de la préparation. Et les Romains n'ont pas les mêmes recettes que les Grecs, n'ont pas les mêmes recettes que les Phéniciens, n'ont pas les mêmes recettes que les Byzantins, et ainsi de suite. Donc, on va avoir, à travers les âges, différentes recettes de garum, donc différentes compositions et par conséquent, différents bouquets. Oui, le garum, j'avais organisé 2 festivals à Nabeul. Et j'ai même les tenues romaines. On était 25 personnes. Il y a Myriam qui a participé, n'est-ce pas? Myriam qui a participé à ce festival. Et j'avais invité Monsieur Michel Bonifay, celui qui a fait la découverte des cuves à Néapolis, avec Madame Slim. Et il y avait Madame Sternberg qui a identifié les poissons à partir des résidus. Donc il y avait toute une équipe et on a fait un buffet avec des recettes romaines. En face du site de Néapolis, j'ai donné les recettes avec les ingrédients ou leur équivalent dans le cas où ça n'existe pas, sachant que dans l'Antiquité, il n'y avait ni pommes de terre, ni tomates, ni piment, ni sucre. Imaginez une cuisine sans tout ça. On n'a pas besoin de... Enfin, les tomates, c'est presque... Maintenant, comment? Non, pas pour le garum, pour le buffet. Enfin, ce qu'on a fait pour le... Oui. Comment? Je pense avoir été à l'une de vos festivals, à l'un de vos festivals. Oui. Et le souvenir que je garde du garum. Ah oui, oui. Le garum, il faut quelques gouttes. Voilà. Ah oui. Il faut quelques gouttes. Et peut-être l'appellation, ça vient du fait que ça sent mauvais. Ça sent mauvais, comme la pourpre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fabrique la pourpre et le garum dans des endroits isolés. À propos d'Alzheimer, donc Madame Miled, j'ai un ami qui a travaillé au Louvre. Il s'occupait des tableaux de peinture, de la Joconde principalement, pour voir s'il n'y a pas une petite altération, et il intervient parce qu'il est spécialiste de la lumière et de l'éclairage. Et il a travaillé justement sur l'effet de la couleur pour aller dans les mémoires des malades d'Alzheimer et retrouver un petit quelque chose. Par exemple, la robe de la mariée, avec la couleur et tout ça, ou avec l'odeur également, le parfum. Regardez-moi, si je serais Alzheimer un autre jour, l'odeur de la violette, je ne la perdrai jamais. Impossible. Impossible, hein? Voilà. Enfin, l'autre fallait, mais apparemment, d'après un ami qui est médecin à Paris, il m'a dit, vous n'aurez jamais l'Alzheimer à grande force, parce que vous êtes dynamique. Ben, restons dynamiques. Comment? Le nez. Non, je ne suis pas un nez. J'arrive à détecter, mais je ne suis pas un vrai nez, parce que le vrai nez, c'est un don. Pour ce qui est des plantes médicinales, ben, les plantes médicinales avaient un effet meilleur parce qu'elles étaient sauvages. Si vous prenez le thym sauvage et le thym cultivé, qu'on utilise pour la décoration, ça n'a rien à voir sur le plan de la composition. Donc déjà, au niveau de la capacité aromatique des plantes, il y avait des espèces qui avaient plus de pouvoir. Regardez l'eucalyptus. Vous avez plusieurs variétés d'eucalyptus. Il n'y a
que l'eucalyptus médicinal qui peut être utile pour avoir l'extrait d'eucalyptol qui intervient dans un certain nombre de médicaments. Par contre, si vous prenez l'eucalyptus mellifère qui donne du miel, c'est une autre gamme. Il y a l'eucalyptus ornemental, l'eucalyptus mellifère, l'eucalyptus qui sert pour le bois. Actuellement, Philippe Maurice achète de la pâte de bois d'eucalyptus pour faire le papier cigarette industriel. Donc, c'est et chaque type de plante a ses applications ornementales, cosmétiques, industrielles d'une manière générale, pharmaceutiques, etc. Donc, en fonction de l'espèce, vous allez avoir les applications relatives. Est-ce que j'ai répondu plus ou moins Comment ils ont beaucoup de temps pour assurer leur expérience et puis ils ont beaucoup de passion pour assurer les tests. C'est tout à fait un autre domaine, Sinas. Oui, oui. Parce que la phytothérapie, ça existe, elle est bien développée. Oui, donc, oui, absolument. Les Chinois, par exemple. Même en Tunisie. Oui, oui. Même en Tunisie, il y a de la phytothérapie. Oui, oui, oui. Bon, ce n'est pas notre thème cet après-midi, c'est tout à fait autre chose. Oui. Et Madame Leila, vous avez parlé des associations. Lorsqu'on on regarde l'association d'essence, il y a tout un tas de neurones qui correspondent à l'association d'essence. Et là, on associe beaucoup de choses. Par exemple, la menthe, si on boit de la menthe incolore, on va être choqué. Parce qu'on est habitué à la menthe artificielle. Alors que la menthe naturelle, qu'on fabrique à Sfax, c'est une portion d'hydrolat de menthe poivrée et une portion d'hydrolat de menthe douce. On fait cuire avec du sucre, on obtient le sirop. Si on ajoute le colorant, ça devient vert. Mais la menthe, la vraie menthe, les associations, ça nous amène à, justement, parfois, à erroner ou à ajuster, comme le chocolat blanc. Au départ, on était un peu choqués. Qu'est-ce que ça veut dire, chocolat blanc? Les Étrusques qui ont été très fanatiques de parfums. Et il y a beaucoup de fioles dans la collection de Carthage, des fioles à parfum. Une fois, on a voulu faire un petit projet pour étudier les résidus dans ces fioles, mais ça n'a pas abouti. Toujours, il faut des autorisations, tout ça. Et, oui. Non, mais avec un groupe d'archéologues, pas tout seul. Généralement, il faut un archéologue qui assure, qui soit responsable de la collection, puis le chimiste ou le physicien qui vont faire les analyses pour arriver à avoir les choses en bonne et due forme. Voilà. Concernant les préférences, c'est déjà une influence. On préfère ceci parce qu'on nous a influencés. Rien que par la publicité, on est depuis notre jeune âge influencé par ceci, cela. Donc on va opter vers certaines préférences, parce qu'on est guidé. Par la disponibilité de la matière, si on est dans une zone rurale où il n'y a que, par exemple, la figue, on ne va pas chercher la grenade. Donc il y a aussi cette disponibilité de la matière première qui amène à ce qu'on est canalisé vers ceci, cela. Plus il y a l'éducation. Dans les écoles primaires, on n'est pas suffisamment éduqué pour connaître nos produits de terroir et notre patrimoine, malheureusement.
pour les mauvaises odeurs, si Boubakr. J'avais un ami dans un congrès sur les polyphénols qui travaillait sur ce que dégage le corps pour arriver à déterminer ce qu'a mangé la personne. D'ailleurs, on sait bien que parmi nous, il y a 14% de personnes, lorsqu'on mange la betterave rouge, va uriner rouge. Parce que le rouge de la betterave, la bétalaïne, n'est pas métabolisable par tout le monde. Donc, la même chose pour l'odeur. Donc, la même chose pour l'odeur. Quand on mange poisson, on va avoir dans l'urine l'odeur du poisson. Le shawarma, ça passe à tous les coups. L'ail, l'oignon, la bergamote, incroyable, la mandarine. Le fenugrec. Le fenugrec, c'est le produit numéro 1. Fenugrec. Et on a justement, par les excréments, une partie du menu déjà qu'on a mangé. Pour les mauvaises odeurs, il y a la désodorisation, donc qui est très employée pour justement masquer les mauvaises odeurs. Il y a un arbre à la place Wilson, à Toulouse, avec des fruits qui donnent une très mauvaise odeur. Et dans le laboratoire, là où j'ai fait un projet CMCU, ils avaient un capteur Headspace, c'est comme un sac et une pompe aspiratrice. On aspire l'odeur autour de ces fruits et puis on analyse. Justement, les mauvaises odeurs sont aussi une cible pour le travail, mais comme application, comme ce qu'on cherche, c'est le côté économique, les applications, c'est beaucoup plus la neutralisation ou la désodorisation qui est très, disons, recherchée ou étudiée. Vous avez parlé du côté économique. Pour ce qui est économique, c'est finalement un problème de spécificité. Parce que si vous avez une spécificité, vous n'avez pas de concurrence. Vous resterez toujours numéro 1. Exemple. Il y a Hazm et Mziou qui fabriquent depuis longtemps l'essence de Carvi. L'essence de Carvi qui a des propriétés donc intéressantes pour le tube digestif et puis surtout pour un emploi comme éco-pesticide, comme pesticide naturel pour la culture biologique. Donc j'ai demandé à Mziou, est-ce que vous continuez ce créneau? Parce que c'est vraiment intéressant de voir depuis les grands-parents qu'ils ont cette spécialité. Est-ce qu'ils continuent? Oui, ils percent encore. Ils percent, mais c'est des commandes qui ne passent pas à travers le marché tunisien. On a par conséquent actuellement des gens qui commencent à cultiver le safran, parce que c'est un produit à capitaliser. Et il y a des produits qui chutent, d'autres qui prennent la place en fonction du marché international. Voilà, la demande et l'offre. Merci beaucoup. Je n'ai pas été lent. Merci Nasser pour la conférence. Merci aussi au public pour les questions très intéressantes, très larges. Mais là, on doit arrêter. Et je pense que Nasser a répondu à toutes les questions. Et vous êtes conviés au rez-de-chaussée, dans la salle du trône. C'est ça, Saad Mejid, je ne me trompe pas. Dans la salle du trône, pour prendre ensemble